Bonjour Maître Divisio. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes un avocat spécialisé en santé publique, très médiatisé puisque vous intervenez très régulièrement sur les plateaux télévisés et notamment sur la question du Covid-19, Absolument. sur laquelle on va revenir. Mais avant toute chose, pour mieux vous connaître, j'aimerais revenir un petit peu avec vous sur votre enfance, sur vos études, sur votre vie personnelle, notamment votre famille, femme et enfants. Alors pour commencer, en quelle année vous êtes né et où ? Alors je suis né en 74, à Aulnay-sous-Bois dans le 93, département où j'ai vécu quasiment toute ma vie en fait jusqu'à mon mariage, et même d'ailleurs après mon mariage. Après notre partie, j'y suis revenu. C'est un département que moi j'aime beaucoup, qui est riche de sa diversité, avec plein de problèmes. Et c'est dur parce que c'est un département dont on montre souvent le côté négatif, les problèmes qu'il pose. Moi j'y ai vécu, je le connais bien, et je mesure aussi toutes les richesses qu'on ne montre pas. Et ça c'est assez dur. Alors moi je suis né d'une famille étrangère, mes parents sont italiens, on est la seule génération avec mon frère à être né en France. C'est intéressant parce que d'ailleurs ça va rejoindre une problématique du Covid. Moi je suis né de parents, ma famille était une famille ouvrière, comme la plupart des immigrés italiens de cette époque, et on avait l'équivalent de 1 200 € pour 4. Donc autant vous dire qu'on a manqué de rien, mais il n'y avait pas d'excès, quoi. On avait des parents qui comptaient de très près. Et donc ça veut dire que si nous étions encore dans cette situation, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je parle, la question de la vaccination sur laquelle on reviendra ne se poserait pas. Aujourd'hui, j'ai le luxe de ne pas être vacciné parce que j'ai de l'argent et je fais ce que je veux. Mais si j'étais dans la situation de mes parents il y a maintenant une quarantaine d'années, eh ben voilà. Donc moi voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai connu cette discrimination par l'argent toute ma vie et je trouvais ça absolument incroyable qu'au moins les services essentiels, les services publics essentiels puissent eux être gratuits et qu'on n'ait pas cette discrimination. En fait c'est faux. On s'aperçoit qu'aujourd'hui même ça a sauté et c'est assez dramatique. J'ai fait mes études dans le 93, en tout cas jusqu'à la fac, et j'ai vécu de très belles choses. Vous avez fait des études de droit. Absolument. Depuis votre jeune âge, vous vouliez être avocat. Comment est-ce que c'est devenu cette... Alors oui, je voulais être avocat. J'hésitais entre journaliste et avocat. Mais je voulais être avocat parce que, à la suite j'ai vécu quelque chose qui m'a fait réaliser qu'à un moment donné, de l'importance de la défense. L'anecdote est ainsi faite que lorsque j'étais en 3e, j'avais rédigé un journal avec des copains, qui a circulé encore d'ailleurs pendant plus de 10 ans après que je sois parti, qui était un journal un peu satirique. C'était un peu l'idiot international de l'époque, mais on était bercé à la liberté, en fait. Moi, je suis de la grande époque des années 80, de Coluche, du professeur Choron, qui étaient vraiment des modèles, en fait, de San Antonio, qui étaient vraiment des modèles. Et du coup, on avait rédigé un journal satirique, plutôt bien foutu d'ailleurs, et qui avait reçu de l'aval du principal oralement. Sauf que, pour plein de raisons, il est revenu sur cet aval une fois le journal diffusé, et l'anecdote, c'est que je me suis fait convoquer par le principal adjoint. Je me souviendrai, je pense, toute ma vie de ce qui s'est passé là, où il m'expliquait que j'étais un délinquant, en ces termes, je m'en souviens encore, que j'étais un délinquant, que je venais de commettre le plus grave délit qui soit, qui est la diffamation. J'ignorais totalement ce que c'était, moi. Et que mes parents, à cause de moi, allaient devoir vendre leur maison, et que je pouvais être fier de moi, tout juste, effectivement, si l'un d'entre eux n'irait pas en prison. Et il m'a retenu là, pendant des heures, à m'expliquer ça, à me parler, tandis qu'effectivement, il a appelé ma mère sur son lieu de travail, c'est-à-dire qui travaillait à la chaîne, à l'usine, donc qu'il fallait qu'elle vienne immédiatement, qu'elle interrompe son travail, qu'elle vienne immédiatement, sans quoi son fils serait embarqué par les flics. Et vous voyez, ce qui m'avait traumatisé à cette époque, c'est ce sentiment de solitude, en fait. Et je me souviendrai toute ma vie du fait que je pense que, compte tenu de la violence de la charge que j'ai subie alors, si, pour le coup, la fenêtre avait été ouverte, je me serais jeté par la fenêtre, quoi. On ne peut pas résister à une telle pression. Et c'est comme ça que j'ai gardé ça en moi, et progressivement, j'ai découvert que ce qui m'avait manqué, c'était un défenseur, en fait. Que quelqu'un qui
qui véritablement se mettent en travers. Et j'ai vraiment découvert ça dans ma profession, et c'est ce que j'aime dans cette profession, c'est être en travers, celui qui se met, qui fait barrage, en fait, qui à un moment donné dit, oh, on est là, tu parles, y a pas lui et toi, il y a pas lui et l'autorité, il y a quelqu'un entre les deux, et ce quelqu'un c'est moi. Et que donc, c'est là où l'avocat a une importance majeure, et j'ai vraiment découvert ça au fil de ma vie, c'est qu'au fond, il a véritablement cette importance d'être en travers. Alors, bon, j'ai pas... Ok, voilà, c'est ma première expérience d'injustice, quelque part. Mais, après, j'ai fait des études de droit public et philosophie politique, avec un autre parcours en philosophie morale à côté, et j'ai songé à entrer à l'ENA, en fait. J'ai songé, disons que j'avais mon prof en fonction publique, le moine de Forges, qui effectivement militait pour que j'entre à l'ENA, et j'hésitais encore à savoir ce que j'allais faire. Et puis finalement, j'ai choisi d'être avocat, de revenir à cette profession que j'avais imaginée. J'ai prêté serment et puis du coup, j'exerce. Vous avez parlé tout à l'heure de votre mère qui travaillait à l'usine. Absolument. Et votre père, que faisait-il ? Alors mon père, mon père est mort. Il a connu, mon père est mort. D'ailleurs, c'était assez triste parce que c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que mon père est mort. Mon père était un homme d'une extrême loyauté à l'égard de son employeur, d'une trop grande loyauté à l'égard de son employeur. Mon père a été renvoyé à 1 an de la retraite. On a gagné le procès prud'homal d'ailleurs, et il est mort 1 an après la retraite. Donc moi je trouve ça extraordinaire quand on me parle dans les salons parisiens de l'allongement de la durée de travail, comme s'il s'agissait effectivement de quelque chose, vous savez, comme on discute de la liberté dans les salons, on discute maintenant de la pénibilité dans les salons. Ben, c'est toujours le même problème. La pénibilité, il y a ceux qui la subissent et ceux qui en parlent, et c'est rarement les mêmes. Moi je suis d'une famille qui l'a subi, la pénibilité. Moi je suis d'une famille où j'ai connu mon père qui a fait partie de l'équipe qui a construit le tunnel entre Gare du Nord et Châtelet, donc c'est pas rien, hein, en termes de travail physique. Mon père a travaillé comme ouvrier spécialisé pendant des années, des décennies, malade. Il est tombé de 3 mètres de haut, il a rien dit parce qu'il avait peur de se faire renvoyer, il est allé claudiquant au travail, il a failli passer, mais c'est pas grave, il s'est arrêté même pas 2 jours. J'ai connu mon père, un travailleur forcené, acharné, pénible, qui a connu une grande période de chômage, et finalement, à la fin de la fin, qui est mort, quoi. Qui est mort, au moment où il s'apprêtait à profiter de sa retraite, il en est mort. Il est mort à 62 ans, en fait. 61 ans. Et c'est quelque chose d'assez dramatique, sur le fond. Donc moi, j'ai connu une famille, ma famille italienne, immigrée. On vivait avec nos grands-parents, mes grands-parents qui vivaient avec nous. Et en fait, si vous voulez, quand on vient aujourd'hui, ça m'amuse, hein, quand on vient aujourd'hui s'intéresser à mon argent, je trouve ça très amusant, parce que si quelqu'un peut parler finalement des conditions de travail et de la pénibilité, c'est quand même moi. Un peu plus que n'importe lequel des journalistes qui m'a interrogé jusqu'ici, quand même, pour la plupart. Et donc voilà, donc mon père est un homme brisé, en fait. C'est un homme brisé, avec un dernier élément, si vous voulez. Moi, j'ai été sensibilisé très tôt à la question de l'immigration. C'est une question extrêmement compliquée, l'immigration. L'immigration, c'est le même problème. On en fait souvent, comme je vous l'ai dit, une espèce de salon. Sauf que moi, j'ai vécu, c'était très amusant ce que j'ai vécu, parce que on était la seule génération à être née en France, toujours un problème avec nos racines, c'est ce qui m'aura conduit plus tard à vivre en Italie, mais avec nos racines, et on avait interdiction de parler italien à la maison. Ouais. Interdiction. Il y avait une volonté d'assimilation. Aujourd'hui, on dit, c'est formidable. Je suis pas sûr. Est-ce que vous parlez italien alors ? Absolument, je parle italien couramment. Alors, moi, je parle en fait le napolitain, d'abord, parce que mes grands-parents, eux, ne parlaient que napolitain. Ils vivaient avec nous, donc on n'avait pas le choix pour communiquer. Et puis ensuite, effectivement, j'ai appris l'italien, notamment en ayant vécu 4 ans et demi à Rome. Je suis devenu parfaitement bilingue. Est-ce que vous travaillez également entre la France et l'Italie ? Absolument. Je travaille entre la France et l'Italie. Je travaille plus exactement entre Rome et Paris. Je reviens de Milan, d'ailleurs, là où on réfléchit à transférer le cabinet à Milan. J'étais aussi pour autre chose, mais... et du coup, alors c'est un pays attachant, c'est un pays qui est le mien. C'est un pays qui... Alors Rome, c'est particulier. Enfin, l'Italie est un pays compliqué. L'Italie, ça n'existe pas, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, l'Italie est un pays qui est extrêmement jeune. Et il y a autant de... Enfin, vous ne pouvez pas dire d'un Romain qu'il est italien, il est romain. Vous ne pouvez pas dire d'un Florentin qu'il est italien, il est florentin. Point. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez la ligne lombarde. Et c'est pour ça que c'est très amusant, parce que je suis à Milan, je passe 2 jours à Milan, c'est tellement différent de Rome. Moi, je suis profondément attaché à Rome. C'est une ville que j'aime. C'est une ville que j'aime parce que elle est une ville... Rien n'est tiède à Rome. Ce que j'aime de cette ville, c'est que rien n'est tiède. Quand il pleut à tout rompre. Vous pouvez vous noyer tellement il pleut, quasiment. Vous avez quand il pleut 2 heures, c'est comme s'il pleuvait 2 ans ici, quasiment. J'exagère à peine. Et quand il fait chaud, il fait 45, quoi. Cette ville ne connaît pas la tiédeur. Et je trouve que c'est une merveilleuse allégorie de nos vies, en fait. Nous sommes tièdes. Alors qu'à Rome, alors il fait rarement très froid, ce qui est extraordinaire. Ça n'est pas une ville glacée, il y a cette chaleur romaine, mais c'est une ville où il pleut à tout rompre, ou alors il fait 45. Moi j'ai connu des étés à 46. Et on s'en plaint beaucoup, mais en réalité c'est extraordinaire, parce que rien n'est tiède à Rome. Vous avez parlé tout à l'heure de vos parents. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère aîné qui est informaticien, qui travaille avec nous du coup aussi maintenant, qui a connu, lui, à un moment donné, il a voulu arrêter ses études, et mon père l'a obligé à travailler 2 ans, ce qui est beaucoup, 2 ans. Hein. Moi, je l'ai fait, mais 3 mois. 2 ans avec lui. Au bout de 2 ans, mon frère ne voulait plus s'arrêter de faire des études après. Quelles sont vos passions, maître Divisio, dans la vie? Alors, c'est une bonne question. C'est une question compliquée, mais c'est une bonne question. J'aime pas ce mot passion. Je ne sais pas bien ce qu'il veut dire, ce mot passion. La seule passion que je connais, c'est celle du Christ. Donc je me méfie toujours quand on me parle des passions. Si j'osais, je dirais je suis un passionné de la passion du Christ. C'est une manière un peu curieuse de dire les choses, mais ce que je suis, c'est profondément ça d'abord. Je suis quelqu'un qui est un grand... Je suis profondément imprégné du mystère de la souffrance. C'est curieux, ça fait un peu morbide de dire ça comme ça, mais pas du tout, en fait. Je suis extrêmement... Ma foi et ma vie chrétienne et mes études en philosophie morale, en théologie, en métaphysique, m'auront appris qu'au fond, il y a une dimension mystique. Depuis tout jeune, ça vient de vos parents? Comment c'est venu? Probablement. Moi, j'ai vécu mes parents, j'ai vu mes parents souffrir quand même. Notamment souffrir au sein de la communauté italienne, de l'humiliation du chômage. Et ça a ouvert en moi une espèce de brèche sur ce mystère de la souffrance. Ma mère, par exemple, ne s'est jamais remise de la mort prématurée de sa petite sœur. Donc il y a une espèce de souffrance familiale qui fait j'ai été sensible à cette question. Puis ma conversion, du coup, conversion à un enterrement, c'est curieux, mais... Et du coup, j'ai découvert là cette dimension mystique de la souffrance et presque rédemptrice, avec derrière immédiatement la résurrection, finalement. Immédiatement derrière, il y avait cette idée de vie. Et donc la première passion qui est la mienne, c'est cette souffrance comme porte ouverte sur la vie. Et je suis un passionné de la vie, tout court, d'une vie... Or, il n'y a pas de vie sans souffrance, ça n'existe pas. Et c'est intéressant parce que si je fais une rapide digression sur ce qu'on vit actuellement, c'est le grand drame de ce qu'on vit actuellement. C'est qu'on essaye de faire croire aux gens qu'au fond, la souffrance, on peut l'éradiquer et que vous inquiétez pas, la souffrance de la maladie, on peut la vaincre, le Covid, on va pouvoir le vaincre, vous inquiétez pas, hein, et une injection et ça repart, 2, enfin plutôt 5, mais ça repart. C'est pas si simple. Peut-être qu'on aurait pu réfléchir socialement sur ce rapport à la souffrance, ce rapport à la mort. On aurait pu réfléchir à ça, on aurait pu imaginer d'avoir une espèce d'introspection sociale. On ne l'a pas fait et c'est dommage. À côté de ça, c'est vos passions, j'aime pas, mais employons-le, mais moi ce que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années maintenant, un petit peu moins peut-être, c'est l'équitation, c'est le cheval. Le cheval, c'est toute ma vie, c'est avec une de mes filles en particulier, c'est notre vie commune, j'ai envie de dire. Donc je suis professionnel du cheval, j'ai une formation professionnelle, faite aux États-Unis,
Et j'y passais, parce qu'en ce moment c'est compliqué, parce que on a un problème de manège, on a changé le sable, mais jusqu'à une époque récente, j'y passais une quinzaine à vingtaine d'heures par semaine. Ah oui, vous avez donc un diplôme, vous avez Oui. fait des compétitions également? Oui. Et Enfin, moi, moins que ma fille, mais oui. Très bien. On va parler un petit peu maintenant de votre épouse et de votre fille ou vos filles. Je ne sais Mes pas. filles, j'ai 2 filles et un garçon. Quel âge ont vos enfants, maître Didier? Alors, Augustin a 19 ans. Augustin a eu du mal à trouver sa voie. Un garçon extrêmement fin. Augustin, c'est un poète dans l'âme. Il a l'âme d'un poète. Et il a l'âme c'est un spirituel, en fait. C'est un garçon qui s'est découvert un mystique. C'est assez saisissant et parfois troublant. Il a fait du droit, ça n'a pas collé, ce que je peux aisément comprendre. Il a fait de l'histoire, mais dans un contexte un peu compliqué. Il continue d'en faire d'ailleurs, mais parce qu'il l'a fait à distance à cause du Covid, machin chose, c'est compliqué. Et là, il continue son parcours d'histoire en même temps qu'il a une licence en sciences religieuses, en fait. Augustin est un garçon qui se pose la question du sacerdoce, beaucoup. C'est-à-dire qui depuis tout petit, cette notion de la prêtrise revient, de long en long, depuis qu'il a 6 ans. Et là, on lui a conseillé de mettre ça de côté pour l'instant, de faire sa licence en sciences religieuses et de réactiver cette question après. C'est un historien extrêmement brillant, extrêmement fin. C'est un garçon assez fin, assez surprenant. Après, il y a Pauline. Alors, Pauline, c'est difficile de parler de Pauline, parce que Pauline, c'est ma cavalière de fille. Pauline, c'est ma princesse à cheval. Pauline, Pauline, j'en ai vu pas mal de cavaliers. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui monte aussi bien, qui pige aussi vite, et qui a ce sens presque inné du cheval. Elle est faite pour ça. Tant et si bien que c'est très drôle, parce que elle envisageait de faire médecine, c'est moi qui lui ai dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas parce que t'as un tel talent à cheval que tu dois. Je comprends que tu veuilles vivre de ça. Il faut trouver comment, mais voilà. Pauline, c'est celle avec laquelle je passe des heures. Et puis il y a Charlotte. Alors Charlotte, c'est très drôle parce que Charlotte, elle est née en riant. Charlotte, c'est la joie de cette famille. Charlotte, toute la joie. Pauline, à quel âge et Charlotte? Pauline a 17 ans, elle va avoir 18 ans, et Charlotte a 15 ans. 16 ans plutôt maintenant d'ailleurs. 16 ans. Et puis évidemment, il y a l'amour de ma vie. Alors Claire, Claire, il n'y a pas de mots pour dire Claire. L'amour, à un moment donné, on peut que se taire devant autant de grandeur. Je veux dire, Claire, elle est Claire, on peut pas décrire Claire, c'est pas possible. Je veux dire, c'est impossible. Il n'y a aucun mot qui conviendrait. Elle est, je sais pas. Je veux dire, c'est très curieux. Elle est l'incarnation pour moi de la tendresse, en fait. L'incarnation de la discrétion. Elle est l'opposé de moi. Je suis quelqu'un d'exubérant. Elle est discrète. Elle est l'incarnation de la douceur. Elle est tout à tous. Elle s'efface pour laisser les autres exister. C'est clair. C'est l'amour de ma vie. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés et ensemble? Alors, on s'est connus en 96. Donc, on a passé plus de temps ensemble que tout seul, et on est mariés depuis 1999. Très bien. Et que fait-elle dans la vie, votre... Alors, Claire a été prof à la fac de logique, puis a été directrice d'école maternelle, puis elle a ouvert, maintenant il y a une dizaine d'années, on avait marre de l'éducation nationale, et elle a décidé effectivement de faire vraiment quelque chose de différent, où elle a une société de réalisation. Maître Divisio, il me semble qu'il y a un membre de la famille que nous avons oublié. Effectivement, il y a Spooky. Spooky, c'est le dernier arrivé. Spooky, c'est mon premier chien, figurez-vous. C'est le premier chien de la famille. Spooky, il a 4 mois aujourd'hui, depuis dimanche d'ailleurs. C'est un tout petit beagle. Alors c'est une vraie découverte, mais c'est une vraie joie, ce chien. Il a apporté cette dose de simplicité dans cette famille qui est assez extraordinaire. Et ce qui est très amusant pour le coup, alors ça c'est vraiment très drôle, c'est que celle qui était le plus rétive à l'idée d'avoir un chien, c'est Claire. Notamment parce qu'elle est allergique. Et finalement, elle est probablement celle
qui s'y est le plus attaché. Chacun de nous s'y est attaché, mais celle qui le nourrit, celle qui... Voilà, c'est ça, c'est mon épouse. Ça, voilà. Et c'est vrai que c'est très drôle d'avoir un chien Spooky. Il est imprévisible, il est drôle, il est tendre, et c'est vrai que il fait beaucoup de bien, notamment aux enfants. On peut dire que vous êtes un homme comblé aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, c'est intéressant comme question, je suis un homme comblé. Alors, c'est marrant, c'est une bonne question, ça. Alors, je suis d'abord un homme profondément heureux. Ça, c'est incontestablement. Comblé, non. C'est dangereux d'être comblé. Et je ne pense pas qu'on puisse être comblé. Le chrétien que je suis en particulier vous dirait que la plénitude, elle n'existe qu'en Dieu seul. Et qu'il faut se méfier des gens qui arrivent et qui disent « je suis comblé ». C'est très inquiétant d'être comblé. Non, moi je suis pleinement heureux, mais il manquera à jamais quelque chose. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote, un truc assez amusant, qui est un grand débat avec Claire. On est tous les deux dans une formation un peu commune, enfin pas un peu, on a une formation commune en philo et en théologie, et c'est drôle, en ce que, enfin la sienne est meilleure que la mienne, mais le truc c'est que, quand on dit, mais finalement, on a banni une expression, par exemple en couple, tu es tout pour moi. Cette expression, vous ne l'entendrez jamais dans votre couple. Parce que quand quelqu'un est tout pour l'autre, c'est extrêmement dangereux. Personne n'est tout. La plénitude, c'est quelque chose qui n'existe pas. On est des êtres finis. On est des êtres marqués par la rupture originelle, mais surtout, on est des êtres finis. On est mortels. Alors, je sais bien qu'effectivement, avec le Covid, tout à coup, ça a été une révélation. Mais on est mortels. Et dès lors, combler, ça supposerait une forme d'immortalité nécessairement. Je ne suis comblé, si je suis comblé, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc non, je suis pleinement heureux, et c'est impossible de ne pas être heureux quand on vit avec Claire, mais à côté de ça, je ne suis pas comblé, et surtout, il ne faut pas que je le sois.